Salut à tous chers auditeurs, vous écoutez Club Afrique, votre nouveau rendez-vous dédié à la CAN 2025 organisé au Maroc tous les samedis de 18h à 19h sur Radio EMS. On reviendra sur les moments forts de la semaine écoulée dans le tournoi avec des analyses et des débats à notre sauce. Je m'appelle Chekney et vous me retrouverez chaque semaine dans Club Afrique en compagnie de Bilal. Salut Bilal, comment tu vas ? Salut Chekney, ça va très bien et j'espère que tu vas bien, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. On sera ensemble dans Club Afrique tous les samedis, durant toute la journée de la compétition. Ça va être génial. Je l'espère aussi. Club Afrique, c'est une émission qui est née de notre propre initiative dans le cadre d'un projet de fin d'études. Disons un peu plus à nos auditeurs, Bilal. Nous sommes des étudiants en 3e année de licence information communication à l'université Paris 8 de Saint-Denis. Et cette année, on doit mener un projet tutoré. Le but est de proposer une idée originale à un média. Notre choix s'est logiquement porté sur la mise en place d'une émission de la CAN en tant que passionné de foot. On remercie Franck et toute l'équipe de Radio EMS d'avoir accepté ce projet. Pour ce premier numéro, on a le plaisir d'être accompagné de Mehdi, lui aussi fan de foot et étudiant à Paris 8. Salut Mehdi, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Chekney, salut Bilal, merci à vous, c'est un plaisir, c'est vraiment un honneur d'être là dans Club Afrique sur Radio EMS. Le plaisir est partagé, surtout que tu es un grand spécialiste du football africain, mais aussi du football marocain, plus exactement. Donc c'est pour ça que tu es l'invité parfait pour cette première. Donc le décor est planté et on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le programme de ce premier Club Afrique, Bilal ? Dans la première partie de ce premier Club Afrique spécial avant-tournoi, on va rappeler ce qu'est la CAN. Un petit retour dans le temps avec son histoire, le palmarès et tous les records. Ensuite, un petit tour de table pour évoquer les anciennes CAN qui nous ont marqué personnellement, nos buts, nos joueurs préférés et en général notre petit moment personnel préféré. Et enfin, un petit retour sur la dernière édition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire l'année dernière. Et dans la deuxième partie, on va se plonger réellement dans cette CAN 2025. Est-ce que le Maroc va gagner sa Coupe d'Afrique 50 ans après ? Qui sont les autres prétendants sérieux qui peuvent briser le rêve marocain ? Les outsiders, les joueurs à suivre, les grands absents, nos pronostics, tout ça est à suivre en deuxième partie d'émission. En attendant, place à la première partie qu'on appelait le Club Rétro. Du 21 décembre au 18 janvier prochain, toute l'Afrique aura les regards braqués sur le Maroc, le pays organisateur de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football. Et celle-ci s'annonce légendaire. La CAN rime avec fête sur le continent africain, et ce depuis 68 ans. Raconte-nous l'histoire de cette compétition, pas comme les autres, Bilal. La Coupe d'Afrique des Nations, plus communément appelée la CAN, est la plus ancienne compétition continentale encore disputée. Elle est créée en 1957, la même année que la CAF, la Confédération africaine de football. À l'époque, le tournoi est minuscule. 3 pays seulement participent, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Mais la CAN n'est pas qu'un tournoi de football. C'est aussi un symbole politique. Elle accompagne la vague de décolonisation africaine. À mesure que les pays deviennent indépendants, ils rejoignent la compétition. Le format évolue rapidement. Dans les années 60 et 70, on passe de quelques équipes à 8, puis 12, puis 16, et aujourd'hui 24 équipes. Depuis 2019, cette expansion reflète la croissance du football africain, mais elle pose aussi la question du niveau et du calendrier. Autre changement majeur, la CAN se joue depuis longtemps tous les 2 ans et en hiver, ce qui crée des tensions avec les clubs européens. En 2019, elle est exceptionnellement déplacée en été. Aujourd'hui, la CAN est un événement suivi par des centaines de millions de personnes, mêlant passion populaire, enjeux économiques et identité nationale. Un tournoi unique, parfois chaotique, mais central dans l'histoire du football mondial. Ils sont 15 pays à avoir remporté cette Coupe d'Afrique, mais laquelle a le plus de succès à son actif ? La nation la plus victorieuse dans cette compétition est l'Égypte avec 7. On se retrouve aussi en deuxième position le Cameroun avec 5. En troisième position le Ghana avec 4. La Côte d'Ivoire avec 3. Et on retrouve aussi des pays comme l'Algérie avec 2 CAN à son actif, le Maroc avec une seule par exemple. Et quand on parle de record à la CAN, justement, on revient toujours à ces 7 CAN de l'Égypte, mais les autres records de la compétition sont un peu méconnus. Est-ce que tu en as quelques-uns pour nous en stock, Bilal ? Alors déjà, évidemment, l'Égypte, équipe la plus titrée, donc celle qui a le plus de participation à la compétition. Mais également, nous avons des records comme le meilleur buteur avec 18 buts est détenu par le Camerounais Samuel Eto'o, considéré pour beaucoup comme le meilleur joueur africain de l'histoire. Vous êtes d'accord ? Non, mais c'est que mon avis. Et toi ? Moi, je suis convaincu que Samuel Eto'o est le meilleur joueur africain de l'histoire. Et toi, Tchèque ? Bon, moi, je vais pas me prononcer là-dessus.
C'est Mais- pas le moment de créer, tu vois, des y a débats pas de souci, inutiles, pas t'as de vu. souci. Mais nous avons aussi Rigobert Song et André Ayew qui sont les joueurs les plus capés avec 36 matchs dans leur pays respectifs. Et décidément, ces Égyptiens et les Camerounais, ils laissent pas beaucoup de miettes aux autres au niveau des records. Merci pour ce petit cours d'histoire, Bilan, pardon. Pas de souci. Le débat il m'a un peu perturbé, pardonnez-moi. On va rentrer dans le moment émotion avec Mehdi. Je sais que tu es un homme des émotions, toi, l'expert du football africain. Quelqu'un t'a le plus marqué personnellement? Moi, en fait, c'est assez simple. C'est ma première CAN 2015 en Guinée équatoriale. C'est la première fois que je regardais vraiment du football africain. Et la compétition était assez folklorique à l'époque, il faut le dire. C'est pas comme aujourd'hui, c'est un peu différent. Et avec la Guinée équatoriale qui va en demi-finale, des matchs de fou. On va revenir sur ça, hein, et des matchs assez dingues cette édition-là. Et ouais, je dirais la CAN 2015, parce que c'était la première. C'était peut-être pas la meilleure, mais c'est la première que j'ai vue. Elle m'a marqué plus que les autres. Tu sais, j'ai le même avis que toi. C'est vraiment la première aussi que j'avais suivie à fond. Il y a pas mal de matchs qui m'ont marqué un petit moment. On va en reparler peut-être après. J'imagine. Oui, avec l'élimination du Mali au tirage au sort, c'était assez inédit. C'est dingue. Franchement, c'est un traumatisme encore. Et la même question pour toi, Bilan. Quel CAN t'a le plus marqué? Bon, moi, je veux pas être très original. C'est la CAN 2019 en Égypte, remportée par l'Algérie. Complètement personnel, étant algérien, c'était le premier trophée depuis une trentaine d'années, donc forcément, c'était le moment le plus marquant. Une CAN qui, sur le plan personnel, a été riche en rebondissements. La séance de tir au but contre la Côte d'Ivoire, le coup franc de Mahrez à la dernière minute pour emmener l'Algérie en finale. C'est pas très original, mais ça reste la CAN qui m'a le plus marqué, ouais. Forcément, une victoire de l'Algérie à l'arrivée, le but en finale, on se rappelle. Le seul tir de l'Algérie en plus ce jour-là. Pas la plus belle des finales, il faut le dire. Forcément. Mais comme on dit, une finale, ça se joue pas. Ça se gagne. Ça se gagne. Exactement. On a vu des CAN, on a plusieurs matchs incroyables et des buts de fou en tête. Moi, par exemple, le match qui m'a plus le marqué, malheureusement, c'est le Mali-Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. À 11 contre 10, prendre un but à la 121e minute de jeu, déjà avant la 90e. Ça fait très très mal, ça fait très très mal. Et si je devais dire un but, c'est celui de Vincent Aboubakar avec le Cameroun en finale de la CAN 2017 contre l'Égypte. Contrôle sombrero sur le défenseur, la reprise elle est un peu écrasée, mais c'est un but magnifique. Vincent Aboubakar, un joueur légendaire en Afrique. Et vous les gars, quel match, quel but vous vient en tête? On commence avec toi, Bilan. Encore une fois, pas très original. Le match. Alors le match, je dirais le Algérie-Côte d'Ivoire au tir au but en 2019 et le but, le coup franc de Mahrez. T'en as de la chance, toi. Au moins, t'as vu ton pays aller jusqu'au bout, repartir avec le trophée. On n'a pas cette chance, Tchèque-Né, nous. Malheureusement, mais peut-être ça va changer. Et toi, du coup, Mehdi? Vraiment, le match qui m'a marqué, ça revient à CAN 2015, un derby entre le Congo et la République démocratique du Congo. La première mi-temps était assez ennuyante. Et dès le retour des vestiaires, les Congolais de Brazzaville, du coup, marquent 2 buts coup sur coup. Et au final, la République démocratique du Congo, ça pose 4-2 avec un Dieu merci Mbokani dingue ce jour-là. J'ai vraiment adoré ce match. Et en vrai de vrai, je me rappellerai toujours parce que le scénario était dingue. Et si je devrais retenir un but, Vincent Aboubakar en 2017 face à l'Égypte, c'est assez légendaire. Faut pas trop discuter. Ça, c'est vrai. On a un peu tous les deux les mêmes moments marquants. C'est vrai. Malheureusement, c'est pas avec nos pays respectifs, mais comme je t'ai dit, peut-être ça va changer cette année. Ça, on en reparlera lors de la deuxième partie. Mais je pense qu'on sera tous d'accord sur une chose. La dernière CAN a été marquante. Et je parle de celle de 2024 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire et qui a vu la victoire du pays organisateur, Bilan. Ouais, et alors une CAN avec un scénario un petit peu fantaisiste, je ne sais pas quel terme utiliser, parce que la Côte d'Ivoire, dans un premier temps, miraculée en phase de poule, qui passe grâce à un but en dernière minute. J'ai plus le match exact, mais je sais c'est le gardien du Ghana le Mozambique, qui fait une boulette qui n'a aucun sens et qui offre un corner à la Mozambique et qui, par la différence de but, qualifie, il me semble, la Côte d'Ivoire. Oui, par le système de meilleur troisième, et qui ensuite arrive à la victoire finale, remporter chez eux leur CAN, avec des scénarios notamment contre le Mali
Pas besoin d'en revenir là-dessus. Avec une égalisation à la 90e et un but à la 120e. Oui, mais bon, ça, c'est des parcours d'accident. On n'a pas besoin de détailler encore un peu Mais plus. même avec une finale, encore une fois, pas très passionnante, ce Côte d'Ivoire-Nigeria. Mais malgré avoir considéré l'ouverture du score, la Côte d'Ivoire qui gagne à domicile, on a eu aussi des grosses désillusions. Une de plus pour l'Algérie, en phase de poule. Au moins, t'as connu 2019, donc ça te fait plus rien normalement. Et ouais, c'était quelque chose d'assez marquant. Un gros raté pour le Maroc aussi. Oui, c'est... Mehdi, tu vas en parler rapidement? Très rapidement, le Maroc en 2023, on s'attendait vraiment à une confirmation après un parcours dingue en Coupe du Monde. Et dès les phases de poule, on a commencé à avoir quelques signes que ça n'allait pas aussi bien qu'en 2022. Et en l'absence de Ziyech en 8e de finale, ça a explosé en vol. Le Maroc a été très moyen vraiment face à l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est passée à juste titre, c'était tout à fait mérité. Et va falloir que le Maroc se reprenne et ne fasse pas la même chose à domicile cette année, parce que sinon ça va pas le faire. D'ailleurs, l'Afrique du Sud qui a l'habitude d'éliminer le grand favori de la compétition, parce qu'en 2019, il me semble, c'est eux qui éliminent l'Égypte à domicile. Ouais, c'est ça, en 8e de finale. Ouais. C'était une sacrée surprise à cette époque. Et l'Afrique du Sud qui monte en puissance depuis ces dernières CAN. À surveiller, je pense qu'on en reparlera de toute façon. Qualifié pour la Coupe du Monde d'ailleurs, il me semble, l'Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Ouais. Le match d'ouverture. Oui. Ouais. Afrique du Sud, Mexique. Les petits souvenirs d'enfance 2010. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, cette CAN de la Côte d'Ivoire en 2024 était la meilleure de tous les temps? Et on va commencer avec toi, Meji. Déjà, purement en termes d'organisation, les Ivoiriens, ils ont placé la barre très haute, que ce soit en termes d'infrastructure, de diffusion. C'était un peu du jamais vu. Les Ivoiriens ont très bien organisé cette CAN. C'était compliqué de faire pire de toute façon que la CAN au Cameroun. C'est vrai qu'au Cameroun, ouais, c'est vrai. Mais on va dire que les Ivoiriens ont ouvert la voie pour la suite en termes d'organisation, etc. Et sportivement parlant, la phase de poule était dingue. La Côte d'Ivoire, le Ghana qui sort pareil à la dernière journée. Enfin, il y a eu du drama aussi. Le 4-0 de la Côte d'Ivoire pris par la Guinée. Et surtout Jean-Louis Gasset qui est démis de ses fonctions en pleine compétition. L'Algérie qui se fait éliminer par la Mauritanie. Par la Mauritanie avec le coach. Jamel Qui avant match dit à Jamel de se préparer. Et effectivement, que il des les moments élimine. iconiques. Non, franchement, c'était une très très belle CAN, même si en vrai de vrai, pour moi, à partir des 8e de finale, ça s'est un peu calmé. Oui, forcément, avec toute la pression que ça représente. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même, c'est la première compétition à 24 où il y avait vraiment un vrai niveau. Comparé à l'Euro, par exemple, qui a suivi quelques mois après, j'ai trouvé l'Euro moins passionnant, moins intense, moins intéressant. Et c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il y a des petites équipes, en quelque sorte, qui sont sorties en poule. Je pense au Mozambique, qui n'ont pas été ridicules, qui ont montré des belles choses. Le raté du Sénégal, le champion en titre aussi. Ah oui, ça on n'en a pas parlé. Le Sénégal était l'archi favori après les poules. 3 matchs, 3 victoires. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont été éliminés par la Côte d'Ivoire en 8e de finale. En fait, on s'attendait tous à l'explosion de cette équipe ivoirienne. Après le 4-0 infligé par la Guinée équatoriale. Pour nous, c'est vraiment une surprise. C'est un événement paranormal, j'ai envie de dire, de voir la Côte d'Ivoire éliminer le Sénégal, le Mali, la RDC et battre en finale le Nigeria. C'est quand même des grosses équipes, Bilal. C'est un gros parcours. Hein. Ils n'ont pas affronté les petites équipes du continent. Ils ont fait quasiment tous les gros. Il n'y a rien à dire. Hein. Oui, après, c'est un peu différent du Portugal de 2016. Pour reprendre l'exemple du meilleur 3e, les Portugais de Ronaldo en 2016 ont fini 3e. Moi, je trouve que c'est avec 3 matchs nuls. Encore plus paranormal parce que au final, le Portugal en 2016, ça bat la Pologne au tir au but, mais ça se qualifie tranquillement contre le Pays de Galles. Bon, après une finale contre la France qui était assez, on va dire, particulière. Mais tous les scénarios de match de la Côte d'Ivoire C'était dingue. Ça n'avait pas de sens. C'était vraiment, en plus à domicile avec la ferveur, les stades pleins à chaque fois. Ouais, c'était exceptionnel. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, les petites équipes, entre guillemets, dans cette CAN m'ont vraiment marqué. Comme par exemple la Namibie qui était dans le groupe du Mali, forcément j'ai suivi leur match. C'était une équipe très intéressante, ça jouait bien. Malheureusement, il n'y avait pas trop d'efficacité dans leur équipe et ils sont sortis en 8e par l'Angola. Mais c'était aussi comme une CAN des gros ratés des favoris. Ça c'est vrai, Bilal. Les petites équipes se qualifient parce que les gros ne réussissent pas leur mission.
Et on verra dans cette nouvelle CAN si ils arrivent à confirmer leur statut. On sait que souvent le favori, c'est celui qui se crache en premier. Le gros favori annoncé par les médias. Pression populaire est due à ça, hein, principalement. Mais cette année, on a un gros favori. Oui, un énorme. C'est évident. Mais ça, on en reparlera en deuxième partie de cet archi-favori. Ce serait un échec quand même cuisant. J'espère pas pour certains autour de la table. Mais en tout cas, dans la dernière CAN, il y a une équipe quand même, il faut en parler, qui est revenue en finale après plusieurs années d'absence, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui était pas terrible à cette époque-là. On s'attendait à un flop justement dans cette CAN de la part des Nigérians. Mais finalement, ils ont fait leur chemin petit à petit, ont atteint la finale. Une finale qui a été perdue face à la Côte d'Ivoire 2-1. Bilan, qu'est-ce que tu avais pensé de la CAN de ce Nigeria-là? Le Nigeria, c'est vraiment une nation qui, pour moi, qui vraiment... C'est l'inconstance clé. Genre, c'est vraiment l'inconstance en eux-mêmes. Pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, d'ailleurs. Ça aussi, ça a fait un gros bruit qui n'arrive pas à avoir de la régularité. Mais pour le coup, dans cette CAN 2024, ça a été une équipe solide défensivement, avec quand même une attaque, franchement, avec un des meilleurs attaquants du continent, Victor Osimhen, attaquant actuellement du Galatasaray, qui était à Naples, je crois encore, pendant la compétition. Avec Lookman aussi, qui sortait une grosse compétition. Et qui a été Ballon d'Or africain quelques mois plus tard. Et avec aussi une grosse saison dans son club à l'Atalanta Bergame. C'est une nation qui vraiment est solide sur le continent africain. Jamais facile de les battre, même quand ils n'ont pas la meilleure des générations sur le terrain. Mais est-ce qu'ils arriveront à avoir une certaine régularité? On a l'impression que c'est un tournoi sur 2, un tournoi sur 3. Nous verrons bien, mais ils sont pas écartés, ils sont dans un top 5, je pense, pour la prochaine CAN. Et concernant la finale, Mehdi, j'aimerais revenir avec toi sur cette finale face à la Côte d'Ivoire, une équipe du Nigeria qui était plutôt assez crispée ce jour-là, et elle dégageait pas la même force qu'elle avait montré lors des précédents tours. Je rappelle leur parcours en huitième de finale, c'est le Cameroun qui est passé à la trappe 2-0, doublé de Lookman, quart de finale Lookman qui a offert la victoire contre l'Angola, demi-finale, qualification au forceps, au penalty face à l'Afrique du Sud. On se disait que non, là, la Côte d'Ivoire allait tomber sur le Nigeria. Là, ils allaient pas pouvoir refaire cet exploit. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale-là? Comment tu peux expliquer ce crash? Je pense que la ferveur populaire ivoirienne a tout simplement été trop forte pour le Nigeria. C'était quel stade la finale? Le stade Alassane Ouattara débuté. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et je pense que le Nigeria vraiment, les Ivoiriens ont été transcendés, surtout après l'ouverture du score nigériane. Du coup, je pense que simplement et je pense pas non plus que le Nigeria a été vraiment énormément de classe au-dessus de la Côte d'Ivoire sur cette période. Comme on dit. Forceps face à l'Afrique du Sud, face à l'Angola, c'était pas facile. Le Cameroun en huitième, le Cameroun, voilà. Récemment, le continent, une équipe que j'adore pourtant, mais cette année-là, c'était pas extraordinaire. Du coup, oui, je pense que le Nigeria, c'est le Nigeria, mais cette année-là, je trouve pas qu'ils aient été très au-dessus de la Côte d'Ivoire. Je pense pas que ce soit illogique finalement que la Côte d'Ivoire s'impose surtout à domicile. Ouais, surtout c'est dans un match où la Côte d'Ivoire a vraiment dominé et j'étais quand même surpris de voir le Nigeria marquer en premier sur quasiment leur première occasion de la partie. Mais après ça, tout est reparti à la normale, j'ai envie de dire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a continué à jouer, à dominer, n'a jamais douté. Et étonnamment, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans un tournoi, normalement, au début, tu commences très très fort et à la fin, tu déclines un peu même si tu finis par gagner. Sauf que c'était le contraire avec cette Côte d'Ivoire-là. Elle a commencé doucement, elle est montée, plus l'adversaire était fort, plus elle paraissait imbattable, ou plutôt plus on avançait, plus elle paraissait imbattable contre le Mali, contre la RDC. Et pour moi, leur meilleur match, c'est contre le Nigeria en finale. T'es d'accord, Bilal? De toute façon, c'était compliqué de faire pire plus tard que leur début de compétition. Et aussi beaucoup de confiance gagnée. Vous avez plus rien à perdre de toute façon. Ils se qualifient sur un trou de souris. Ils ont tout donné. Je pense que ça leur retire un petit peu de pression quand même. Là où je pense que ce sont d'autres équipes qui se sont mis la pression. Un Nigérien en finale que j'ai trouvé. Ils ont ouvert le score, puis ensuite non, plus rien fait. Et voilà. Certes, ils sont montés en puissance, mais je trouve quand même ils ont été aussi bien réguliers sur la phase à élimination directe.
En tout cas, cette CAN 2024 était exceptionnelle. Elle nous a tous marqués. Et on est à la moitié de ce premier Club Afrique sur Radio Ems, chers auditeurs. Et c'est le moment de la pause musicale, Bilal. Oui, on va se quitter quelques instants, le temps de reprendre notre souffle. On vous laisse avec une petite musique et on se retrouve juste après avec Chekne et notre invité Mehdi. Radio Ems. Bienvenue au Maroc, ici c'est fait pour danser. Bienvenue en Afrique, ici c'est fait pour chanter. Dans la paix et la cadence, suis mes pas on va danser. Bienvenue dans mon monde, ici l'amour est primé. Un peu de rumba du rail, une musique pour te changer. Un peu de rumba du rail, une musique pour te changer. Ouais, ouais. Ici on danse, ici on chante. Ouais, ouais. Ici on s'aime, ici l'amour est vrai. Ici on danse, ici on chante. Ici on s'aime, ici l'amour est vrai. Kinshasa, Brazzaville, de Lusaka à Libreville, Kigali, Nairobi, de Lomé à Bamako, de Yaoundé à Tanger, à Marrakech, Salam Aleikum, et du nord jusqu'au sud du Maroc. C'est vrai qu'on n'a pas tout, mais on a ce qu'il te faut, de quoi te rendre fou, viens danser, suis le tempo. Des amis, la famille, le sourire, le plaisir, le désir, le délire de la vie. Le bonheur, la valeur, la chaleur, bonne humeur, la saveur, la fraîcheur, la douceur. C'est vrai qu'on n'a pas tout, mais on a ce qu'il te faut. De quoi te rendre fou, viens danser, suis le tempo. Ouais, ouais. Ici on danse, ici on chante. Ouais, ouais. Ici on s'aime, ici l'amour est vrai. Ouais, ouais. Ici on danse, ici on chante. Ouais, ouais. Ici on s'aime, ici l'amour est vrai. Africa, 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 Vous êtes toujours sur Radio Ems et le Club Afrique est de retour après une petite pause bien méritée. Alors on a bien récupéré les gars? Ouais. Chaud d'attaquer la deuxième partie. Bilal, il est au taquet. Et toi, Mehdi? Et moi là j'ai hâte d'enchaîner, Chekne. On va se plonger à présent sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Les Lions de l'Atlas vont-ils s'imposer à domicile? Qui peut briser leurs rêves? Le joueur à suivre, le grand absent de la fête. On répond à tout ça avec Bilal et Mehdi, maintenant dans le Club Analyse. Cette CAN 2025 au Maroc est à suivre du 21 décembre au 18 janvier. Un mois de compétition qui s'annonce extraordinaire. Ça fait quasiment un an qu'on l'a attendue, elle arrive demain. Ce sera le début du premier tour et on sera gâté avec 4 matchs par jour, Bilal. Oui, effectivement, il y aura 4 matchs par jour lors de cette phase de poule, de 13h30 à 21h. Ça ne va pas s'arrêter. Vous aurez donc l'occasion de bien voir les 24 équipes à l'œuvre. Le seul jour où il n'y aura qu'un seul match, c'est bien évidemment le jour de l'ouverture de cette compétition entre le Maroc et les Comores. Maroc-Comores, ce sera à partir de 20h. Et en parlant du Marocain, les attentes sont très élevées envers l'équipe de Walid Regragui qui va jouer cette CAN à la maison. La pression est maximale pour les Lions de l'Atlas qui restent sur une élimination en 8e de finale. Mehdi, je me tourne vers toi. Le Maroc, c'est ton équipe de cœur forcément.
Est-ce que pour cette CAN, tu les considères comme les grands favoris et est-ce qu'ils sont obligés d'aller chercher ce titre? Sans être chauvin, je suis obligé de dire que le Maroc est favori, c'est le grand favori. Généralement, il y a toujours, on va dire, 2-3 équipes qu'on dit favori. Pour moi, là, c'est même pas vraiment, tu sais que je suis sérieux. Pour moi, là, le Maroc se doit d'être tout seul en tête et le Maroc est obligé d'aller gagner cette CAN. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de quart. On a trop parlé, le Maroc a trop parlé depuis la Coupe du Monde. Il y a un statut à affirmer, à confirmer, de quasiment top 10 mondial au classement FIFA, d'équipe qui va aller se présenter à la Coupe du Monde avec des ambitions. Si maintenant le Maroc ne fait pas le travail à la CAN 6 mois avant la Coupe du Monde, c'est un très très gros problème. Et donc oui, c'est le titre. Si ça va en finale, ok. Parce qu'une finale, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. Et en Afrique, il y a des équipes qui savent gagner une finale. Donc voilà, il y a des attentes. Mais oui, là, il y a urgence. Surtout que ça fait quelques éditions qu'on attend le Maroc en favori et que le Maroc ne va pas loin. Oui, j'ai l'impression que ça fait quand même 4 CAN d'affilée, 2019, 2022, 2024, que le Maroc fait partie quand même des équipes qui se doivent d'aller au bout. Mais pour toi, qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui a bloqué dans ces précédentes CAN? Très bonne question. En fait, il y a tellement de facteurs. Alors, en 2019, pareil, le Maroc arrivait en grand favori avec Hervé Renard, Ziyech Prime, Hakimi qui devenait l'un des meilleurs latéraux du monde à son époque. Il y avait un très bon effectif. Et franchement, la phase de poule était pas mal. Offensivement, bon, c'était faible, mais avec Hervé Renard, on savait que le Maroc, c'était quand même pas une grande équipe offensive. Par contre, il y a eu ce crash en 8e face au Bénin qui était vraiment inattendu. Pour le coup, j'ai vraiment pas d'explication. C'est juste, c'est l'Afrique. Tout peut arriver. En 2021, avec Vaïd, Vaïd se prive quand même de Ziyech, d'énormément de joueurs. On arrive avec une équipe qui n'est plus la même qu'en 2019 et qui ne sera plus la même encore l'édition d'après. Et ça sort face à l'Égypte. L'Égypte, à la CAN, c'est un peu la bête noire du Maroc. Alors que le Maroc était pas mauvaise, ça sort en prolongation face à l'Égypte. Voilà, l'Égypte, on les connaît. Ça va souvent en prolongation, l'Égypte. Ça va en prolongation, souvent, ils sont chiants à jouer. Souvent des fautes, c'est pas... Exactement, ils sont vraiment détestables. J'ai pas le souvenir d'un Mali-Égypte, mais je te souhaite d'avoir... Moi, j'ai des souvenirs d'un Algérie-Égypte. Ah ouais, il y en a plusieurs, là. Il y en a plusieurs, Bilal. Ça, c'est pas super bien fini. Ça a fini avec des cailloux dans des bus. Bon, voilà, on va dire c'est le folklore. Attention, mais à l'époque, par contre, Bilal, c'était pas la même Égypte. Hein. C'était pas la même Égypte, mais ça restait une Égypte qui sortait d'une énorme domination sur le plan continental. Oui, c'est ça. 3 CAN d'affilée à cette époque. 2006, 2008, 2010. On n'a jamais vu ça. Ça a traumatisé tout le continent, surtout l'Algérie. Bon, pas le Maroc et le Mali à cette époque, heureusement. Ouais, l'Algérie les a privés de Coupe du Monde quand même. Ah, quand même. Ça, c'est fort de leur part. Il y avait aussi un gros Cameroun accompagné par Samuel Eto'o qui, dans ces années-là, était à son top. Littéralement, qui enchaînait grosse performance avec le FC Barcelone et qui, je crois, doit prendre 1 ou 2 CAN dans ce temps-là, en minimum. Donc, ouais. Mais ouais, l'Égypte, on n'a jamais envie de les affronter dans une CAN ou même tout court. Oui. Mais en tout cas, cette année, il y a une équipe que personne ne voudra affronter, je pense, c'est le Maroc. Quand on voit la liste, Yacine Bounou dans les buts. Bon, Hakimi, on sait qu'il est blessé par 100%, mais il y a Mazraoui à droite. En latéral, il y a Romain Saïs, El Yamik, Adam Massina. Ce sont tous des défenseurs milieu de terrain. Bilal El Khanous, Sofiane Amrabat, Nel El Agnaoui, Ismaël Saibari. En attaque, Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi, Youssef En Nisri, Shemseddine Talbi, Ilyas Al-Romash. Et bon, Hamza Igaman, malheureusement blessé, mais qui a été rajouté quand même dans la liste des réservistes, on ne sait pas. Bilal, qu'est-ce que t'inspire cette équipe marocaine en tant qu'Algérien? Est-ce que tu as peur de les retrouver dans la compétition plus tard? Pour moi, c'est l'équipe qui a eu le plus gros statut de favori avant compétition. Franchement, un vivier gigantesque, de la qualité partout, gardien, défense, milieu, attaque. Moi, je parlerais de faute professionnelle presque si le Maroc ne remporte pas cette compétition, surtout à domicile, dans leur stade, dans des grosses infrastructures, il faut le dire. Par contre, le Maroc a mis le paquet. On sait que le Maroc va aussi organiser la Coupe du Monde 2030, c'est bien ça? Oui, avec l'Espagne et le Portugal. Donc ça servira aussi de test en termes d'infrastructure, de présentation, d'accueil. Ouais, non, le Maroc, franchement...
énorme favori, se doit la gagner. Il y a des belles équipes aussi. La Côte d'Ivoire a un beau vivier, le Sénégal un peu vieillissant, mais il y a quand même de bons joueurs. Mais ouais, le Maroc largement favori et dans un monde, on va dire à peu près normal, son craquage psychologique ou footballistique doit la remporter et devrait la remporter. Ouais, pour moi c'est le plus gros favori avant une compétition. Est-ce que c'est le plus grand vivier de l'histoire de l'Afrique? Ça, faudrait s'y replonger. Mais ouais, c'est le gros favori. Mais en tout cas, cette liste, elle est folle. Ouais. Mehdi, pour toi, c'est quoi la force de cette équipe marocaine? C'est en défense, au milieu ou devant? Bah pour moi, depuis que Regragui est là, la force a toujours été la défense. Là, j'ai quelques doutes sur la défense. Bon, déjà, je suis très content. Il y a Aïd Boutlal de Rennes qui fait une très bonne saison, qui a été sélectionné. Très bon joueur. Mais Romain Saïs en 2025, j'ai des doutes. J'ai énormément de doutes. Il y a Omar El Hilali du côté de l'Espagnol de Barcelone qui est énorme, qui aurait largement mérité sa place. On a aussi, on en parlait durant la pause, Sofiane El Karouani, latéral gauche de Utrecht aux Pays-Bas, qui me semble qui est le défenseur le plus décisif d'Europe, non? Des statistiques de fou. Il a 13 passes décisives et 3 buts marqués depuis le début de la saison. Pour un latéral, c'est un truc de fou. Même Roberto Carlos n'a jamais fait ça. Karouani qui était souvent sélectionné sous Vaïd, mais depuis que Regragui est là, il l'a jamais sélectionné, il me semble. Ou du moins, j'en ai pas le souvenir. Mais oui, c'est ce genre de joueur qui aurait pu être là. Il y a énormément d'absents dans cette liste du Maroc. Parce qu'on parle, oui, l'effectif est mais il y a énormément d'absents. Comme je l'ai dit, El Karouani, El Hilali de l'Espagnol Barcelone, Driouche du PSV Eindhoven, qui est juste énorme. Normalement, il doit être là. À la place de qui? Ouais, c'est une question. Mais normalement, des joueurs comme ça se doivent d'être là. Sahraoui du LOSC, Voilà, bon ailier, lui, Sahraoui. Énormément de joueurs. Regragui se prive d'énormément de joueurs, c'est un gros pari parce que il y a si Regragui se loupe vraiment, il aura des comptes à rendre parce que il y a beaucoup de joueurs dont il s'est privé. Il a voulu garder une structure un peu les anciens, les patrons de la maison. Oui, ça c'est vrai. Il y a quelques ajouts, mais quand on voit globalement, Saïs, voilà, il essaie de garder la même ossature depuis 2022-2023. On voit que Mohamed Chibbi est encore sélectionné. El Yamik aussi, qui est encore là, j'avais même pas vu. Mais non, globalement, c'est une très belle liste, mais il y aura des choses à redire si ça se passe mal, étant donné que il manque des joueurs. Et d'ailleurs, Regragui, qui est plutôt connu pour un style de jeu plutôt défensif quand même. Est-ce que là, comme tu dis, avec cette défense un petit peu de moins bonne qualité qu'avant, est-ce qu'il ne devra pas faire un peu comme Didier Deschamps, envoyer une équipe à 4 offensifs et se tourner plus vers l'attaque, peut-être une défense à 3 avec Hakimi piston droit et Mazraoui piston gauche, si Hakimi est en forme bien évidemment pour la compétition. Et parce que par contre là où on peut le dire, c'est que le secteur offensif et au milieu, c'est très très solide pour le continent africain. Effectivement, l'équipe, offensivement, c'est impressionnant les noms qu'on retrouve du côté du Maroc. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Regragui envoyer une défense à 3. Je suis d'accord. Même si c'est la CAN, même si ça va affronter des équipes peut-être de moins gros calibre. Peut-être contre les petites équipes. Peut-être, par exemple, on verra ça d'entrée face aux Comores. Avec tout le respect, c'est pas une petite équipe, c'est voilà. Mais par exemple, j'imagine que Regragui pourrait aller jouer plus offensif face aux Comores que par exemple dans un premier temps face au Mali ou peut-être au second tour. À la Didier Deschamps, c'est-à-dire on sait très bien que dès que les gros matchs arrivent, on mettait l'ailier gauche plutôt défensif pour couvrir l'espace et refermer un petit peu. Ok. Et on sait très bien que Regragui, Tom Saintfiet, pardon de te couper, mais Tom Saintfiet, le sélectionneur malien, c'est plus encore un gangster défensif que Walid Regragui. Faudra voir c'est qui joue le moins bien finalement. Le moins beau football, ça sera un beau match ça, Mali-Maroc. Je l'espère en tout cas avec une victoire du Mali à la clé pour vous mettre un peu le doute dans l'esprit, on sait jamais. Mais il faut le dire comme que le Maroc, la phase de qualification de CAN et Coupe du Monde, ça laisse pas beaucoup de chance à leurs adversaires. 16 points, je crois 16 sur 16 en qualif CAN. Oui, dans les alentours en tout cas, il me semble qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. 16 sur 18, je crois que c'est 16 ou 18 sur 18, ça laisse rien du tout quasiment. Donc après des qualifs contre des équipes assez modestes, il faut le dire, mais ouais quand même non.
franchement, ils se doivent de la gagner quand même. Je pense qu'aucun de notre résultat n'est acceptable. Et pour finir sur le Maroc, Mehdi, on connaît tous Achraf Hakimi qui est la star du football africain, on peut le dire maintenant, ballon d'or africain en titre, plutôt joueur africain de l'année en titre, c'est pas pareil. Et à part lui, quel joueur il faudrait suivre durant cette CAN? Moi, j'aurais adoré vous parler de Hamza Egaman qui explose du côté de Lille, mais malheureusement, il semble mal embarqué. Il est dans la liste, mais il est out pour toute la compétition. Il peut revenir. Il est dans les réservistes, donc j'imagine qu'il va dans tous les cas rater les phases de groupe et qu'il pourrait revenir pour la phase finale. Mais sinon, je vous conseille de garder un œil sur les milieux de terrain, El Khanous et El Ainaoui. C'est vraiment des joueurs qui régalent vraiment. Techniquement très bon. Techniquement, El Khanous et El Ainaoui du côté de l'Allemagne et de l'Italie. Oui, El Khanous, El Ainaoui pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les regarder en club. Sinon, moi j'aime bien Adam Massina en défense, c'est un joueur que j'aime bien. Il peut jouer dans l'axe comme sur le côté gauche. C'est un joueur qu'on voyait beaucoup sous Vaïd. Regragui ne lui a jamais vraiment fait confiance, mais là il revient et moi c'est un joueur que j'aime bien et j'espère le voir quand même jouer beaucoup, être titulaire durant cette CAN. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs joueurs à suivre dans cette équipe marocaine. Le vivier est impressionnant. Et comme Bilal le disait tout à l'heure, c'est un pays qui travaille bien depuis plusieurs années. Des infrastructures de folie dignes des plus grands. D'où l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Et aussi beaucoup de binationaux dans cette équipe. Et de très fortes catégories jeunes aussi qui raflent quasiment tout. Hein. Exactement. Donc il y a encore un vivier qui arrive. Et peut-être encore meilleur. Ça fait aussi beaucoup parler. Aucun joueur champion du monde U20 il y a un mois n'a été sélectionné. C'est un peu étonnant quand on sait que Igaman est blessé. On aurait pu s'attendre à avoir un Yassir Zabiri dans la liste. Rien du tout. Mais après, la CAN, c'est pas pour les petits aussi, j'ai envie de vous dire, c'est pour les méchants, les grands méchants loups. Les petits, mais justement, on parlait d'Égypte tout à l'heure, mais imaginez, les Zabiri tombent contre l'Égypte, contre les défenseurs rigueux du championnat égyptien. Dans ce cas-là, t'as des El Kaabi, des Sofiane Raimi qui, eux, sauront comment on s'y prend avec les Égyptiens sur le continent africain. Il faut bien les lancer un jour, cette génération. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais bon, je trouve que c'est un peu trop tôt, si vous voulez mon avis, parce que vraiment la CAN c'est une compétition à part et c'est pas comme dans les jeux vidéo, dans FIFA ce sont forcément les meilleurs, les plus talentueux, les plus à l'aise avec le ballon qui vont. Non, si c'était le cas, je pense que si c'était le cas, il y aurait au minimum une CAN en plus pour l'Algérie. Peut-être que le Maroc l'aurait prise depuis un petit moment. Ouais, c'est la CAN, c'est différent, c'est plus physique. C'est beaucoup plus c'est vraiment un monde à part. Un peu de kick and rush, des terrains des fois un petit peu bancals qui font que les joueurs qui ont le plus d'habilité technique sont un petit peu bridés. Donc ouais, la CAN c'est pas forcément les plus techniques qui gagnent ou ceux qui ont le meilleur ballon, mais déjà on peut voir que la liste des attaquants du Maroc est assez jeune. Hein. Ben Seguir, ça doit avoir maximum 23 ans, je pense. Akomash, c'est du 22 ans maximum, je crois, l'attaquant du Villarreal. Donc, il y a déjà quand même une liste jeune. Je pense que comme Regragui, jusqu'à la Coupe du Monde, voudra assurer avec ses tauliers. Et peut-être lancer la génération après la Coupe du Monde pour les préparer à, c'est dans encore très 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 longtemps, mais une future Coupe du Monde à domicile. Oui, justement, ces joueurs-là peuvent quand même peut-être apporter quelque chose de différent, qui avait pas ce côté percussion un peu de, comme tu le disais dans le foot africain, la technique, le rapport avec le ballon, l'esthétisme, ça suffit pas forcément, mais un peu de percussion, embêter les défenseurs, c'est ce qu'il faut. Peut-être ce sont les joueurs qu'il faut. Mais en tout cas, Mehdi, t'as dit plusieurs noms, mais si le public doit en retenir un. En retenir un en dehors de Achraf Hakimi? Ah oui. T'avais dit Ounahi, Igaman, plusieurs noms, disant un seul. Ounahi, si je dis Ounahi, c'est bon. Énorme du côté de Gérone. Il y a 2 semaines, son match face au Real. C'est vraiment, vous fiez pas à son passage à Marseille, où il était bon, mais bon, il était un peu mal utilisé. Pour moi, techniquement, c'est le meilleur joueur de l'effectif, Azdin Ounahi. Donc Azdin Ounahi, retenez bien ce nom. Mais il y a d'autres équipes qui sont suffisamment armées pour remporter cette CAN et briser le rêve marocain. J'espère le Mali. Mais je pense... C'est pas l'équipe à laquelle je réponds en premier, Tchekné. Bon, c'est le côté supporter qui parle un peu, tu vois. Non, je rigole. Mais on va vous battre 2-1, retiens bien ça. Si ça nous permet de faire comme la Côte d'Ivoire, rater la phase de poule et après gagner la CAN, ça me va. On verra. Mais je pense au Mali, forcément, je suis pas objectif, je rigole, mais je pense plus au Lion du Sénégal.
en premier avec son effectif qui est assez fourni. Vous en pensez quoi? T'en penses quoi, Bilal? Une équipe du Sénégal qui doit un petit peu laver l'affront d'une dernière CAN ratée. Une équipe du Sénégal qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, donc qui a quand même sur une bonne dynamique. Une équipe peut-être en retrait par rapport aux années précédentes quand même. Et une attaque un peu vieillissante avec un Sadio Mané un peu moins dominateur sur le terrain qu'avant, mais qui reste comme la star de cette sélection. Une liste correcte, bonne. Est-ce qu'elle suffira? On a l'émergence d'un Lamine Camara à l'AS Monaco quand même, qui est un joueur assez solide. On a encore du Edouard Mendy au cage, du Crépin Diatta. Ouais, c'est des joueurs peut-être en retrait par rapport aux années précédentes, mais ça reste une sélection quand même à surveiller. Le Sénégal sur le continent, ils ont quand même une bonne dynamique. Je les vois beaucoup plus en retrait qu'aux années précédentes, mais oui, ils sont dans un groupe de 5 quand même pour les favoris. Moi je dirais c'est vraiment le deuxième favori après le Maroc. Tu parlais des joueurs comme Crépin Diatta et Edouard Mendy, ils ont beaucoup d'expérience, ils peuvent faire du mal. Et Mehdi, est-ce que tu penses que le Sénégal c'est l'équipe la mieux armée, ou alors est-ce que tu as une autre équipe en tête? J'adore la façon dont Bilal s'exprime lorsqu'il parle du Sénégal, parce que je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, le Sénégal c'est un peu moins fort que les saisons précédentes. C'est une équipe qui vieillit un peu mal. Même si par exemple on a un Iliman Ndiaye qui vraiment chaque week-end est énorme avec Everton, et c'est le leader d'attaque, on peut le dire. Et c'est peut-être même le leader global de cette équipe en dehors d'un Sadio Mané. Donc non, pour moi il y a des meilleures équipes que le Sénégal. Comme qui? C'est une bonne question. Pour moi par exemple, c'est pas ce qu'on attend le plus, mais j'ai envie de parler de l'Algérie. Ils sont en train de sortir une équipe qui fait peur. J'en parlais avec mon père ce matin. Est-ce que l'Algérie va pas faire quelque chose au Maroc? Franchement, il y a une belle équipe. Et moi, je dis pourquoi pas. Bilal, t'en penses quoi, toi qui es algérien? Ouais. La liste de Petkovic, elle est, j'ai envie de dire, un peu classique. Moi, je pense que Petkovic, dans cette CAN, mourra avec je dirais même pas ses idées, mais ses cadres un peu vieillissants. Va continuer à mettre Mahrez titulaire, avec beaucoup de respect que j'ai pour Mahrez, qu'il a apporté en 2019. On joue presque à 10 honnêtement avec Mahrez. On n'a pas d'attaquant droit en réalité. Ce n'est même plus pour moi le leader d'attaque. C'est plutôt un Amoura qui est plutôt leader actuellement de cette attaque, meilleur buteur je crois de l'Algérie, ou même je crois meilleur buteur sur la qualif Coupe du Monde. Une équipe d'Algérie très vieillissante, une défense qui moi me terrifie très sincèrement. Vraiment voilà, mais on verra bien, mais moi je les sens pas très, je pense que c'est trop tôt. Peut-être un peu plus peut-être avec un effectif un peu plus rajeuni pour la Coupe du Monde, mais je pense que c'est beaucoup trop juste par rapport à des sélections comme la Côte d'Ivoire ou même le Maroc. Pour moi, le Maroc est meilleur sur tous les points, mais bien meilleur. Donc là, le Maroc est le favori évident. Mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, attention à une équipe, la République démocratique du Congo, qui est sur une bonne dynamique depuis quelques années avec leur sélectionneur français Sébastien Desabre, une équipe qui peut faire beaucoup de mal. Et pour finir, quel joueur vous allez surveiller particulièrement? Un joueur hors de votre pays, par exemple. Tu avais parlé d'Amoura, Bilal, tu avais parlé de d'Ounaï Medji. Hors de cette équipe, quel joueur t'attends? Moi, il y a un joueur que j'aime bien du côté de l'Égypte depuis quelques temps, c'est Imam Achour. Du côté du Ali, très très bon joueur, un milieu de terrain. Donc je l'attends vraiment et j'espère que vous pourrez tous le découvrir durant cette CAN. Et toi, Bilal, un joueur à suivre? Je vais pas être très très original. Moi, je suis sur Amoura, je peux pas. Non. Je vais aller sur un Marocain. J'ai bien envie de savoir ce que va faire Ben Seguir. Des débuts très compliqués au Bayer Leverkusen, pas du tout titulaire sur Peter Bosz. Moi, j'irai sur Ben Seguir. C'est noté, Elias Ben Seguir. Moi, je serais pas original. Je dirais Mohamed Salah. Je pense que ce sera la dernière chance pour lui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Mohamed Salah. Ce sera sa dernière chance pour moi de gagner une CAN avec l'Égypte. Un pays comme ça qui a un énorme palmarès, et je pense que c'est le plus grand joueur égyptien de l'histoire. Ça ferait tâche si il ne gagne pas la CAN dans sa carrière. Et là, l'arbitre va bientôt siffler, donc c'est le moment de se quitter, malheureusement. Vous venez d'entendre le coup de sifflet final. Club Afrique, c'est déjà fini pour aujourd'hui.
Mais pas de panique, vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur le site radioems.fr ou sur l'application de la radio. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour cette belle émission, Bilal. Quelles sont tes impressions? Merci Chekne, c'était super, j'ai vraiment aimé. On a passé un super moment et ça promet pour la suite. J'ai hâte de revenir pour cette deuxième émission. Et un grand merci à toi, Mehdi, pour nous avoir accompagnés, spécialiste du football marocain et africain. Comment tu te sens? Super, merci à vous, franchement. C'était une superbe émission et ça me donne encore plus envie de regarder cette CAN. Reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, Mehdi. Merci. Et un grand merci à Franck à la régie, le directeur de Radio Ems, qui a accepté notre projet et qui nous accompagne pour cette première et qui va nous accompagner pour les suivantes. Et oui, un grand merci à Franck. Le deuxième épisode aura lieu la semaine prochaine et on reviendra bien évidemment sur le match d'ouverture Maroc-Comores, les débuts de l'Algérie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire également et bien plus encore. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 18h, ça bouge pas. En attendant, vous pourrez réagir à cette émission sur le compte Instagram et Facebook Radio Ems Est Parisien. On compte sur vous, chers auditeurs. Vous serez nos premiers supporters dans cette aventure. Merci pour votre écoute. On vous laisse récupérer et on se dit à bientôt pour le prochain Club Afrique. Salut à tous. ما نطبوش الهزيمة